Mes parents ont donné ma chambre au petit ami de ma sœur et m'ont mise à la porte en 48 heures. Mais ils ignoraient que c'était moi qui payais leur loyer en faisant de travaux sans jamais me plaindre. Je suis parti avec une valise. Mais 5 ans plus tard, ils ont frappé à ma porte. Maman a pleuré, nous sommes une famille. S'il te plaît, aide-nous. Je m'appelle Elena Miller et j'avais 23 ans quand j'ai réalisé que le terme maison familiale était un luxe que je ne pouvais plus m'offrir. Non pas à cause de l'argent, mais à cause d'une trahison qui a encore le goût du café froid et de la poussière de carton. J'avais passé toute ma vie à être la fille qui n'avait pas besoin qu'on prenne de ses nouvelles. Celle qui gérait ses propres problèmes et restait dans l'ombre pour que ma jeune sœur Chloé puisse briller. Je pensais que ma fiabilité était un atout, un cadeau pour mes parents, Robert et Martha. Je pensais qu'en leur facilitant la vie, je gagnais une place permanente à leur table. J'avais tort. J'avais 23 ans, je faisais 2 emplois tout en terminant mon diplôme, quand mon père s'est tenu dans l'encadrement de la porte de ma chambre, la même chambre où j'avais rêvé tous mes rêves depuis que j'avais 5 ans, et m'a dit que j'avais 48 heures pour emballer ma vie dans des cartons. Il ne m'a pas regardé quand il l'a dit. Il a regardé le sol de la même manière qu'il détournait le regard chaque fois que Chloé prenait quelque chose qui m'appartenait. La raison était que le nouveau petit ami de Chloé, un homme qu'elle connaissait depuis exactement 3 semaines, avait besoin d'un endroit pour se remettre sur pied, et ma chambre était la seule avec suffisamment de lumière du soleil. Cet après-midi-là, alors que je me tenais dans le couloir en serrant une seule valise grise, regardant ma mère aider Chloé à choisir de nouveaux rideaux pour ma chambre, j'ai réalisé que je n'étais pas une fille pour eux. Je n'étais qu'un bouche-trou. Ce qui s'est passé 5 ans plus tard lorsqu'ils ont frappé à ma porte est une histoire sur le prix de la priorité, le poids d'une valise, et le moment où j'ai finalement cessé d'être le fantôme fiable de ma propre vie. Avant de plonger dans les détails de la façon dont ma vie s'est effondrée et comment je l'ai reconstruite à partir de rien, prenez s'il vous plaît un moment pour rejoindre notre communauté. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille ou si votre gentillesse a été prise pour de la faiblesse, cette histoire est pour vous. Appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide à continuer de partager ces expériences humaines réelles et brutes. Laissez également un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez en ce moment et quelle heure il est dans votre partie du monde. Je lis chaque histoire que vous partagez. Maintenant, retournons à Lincoln. J'ai grandi à Lincoln, dans le Nebraska, dans un quartier où les pelouses étaient parfaitement entretenues et où les secrets étaient enfouis encore plus profondément. Mes parents, Robert et Martha, étaient les piliers de la communauté, ou du moins c'est ce qu'ils aimaient penser. Robert était un cadre intermédiaire dans une entreprise de logistique, un homme qui vivait au rythme des feuilles de calcul et des plannings, tandis que Martha passait ses journées à organiser des ventes de pâtisserie et à faire en sorte que la maison sente la vanille et les agrumes. En apparence, nous étions la famille américaine parfaite. Mais à l'intérieur des murs de cette maison Versailles sur la rue Haut, il y avait un grand livre des contes que moi seul semblais pouvoir lire. Dès mon plus jeune âge, les rôles ont été attribués. J'étais l'indépendante. Dans ma famille, c'était le code pour désigner celle dont on n'a pas à s'inquiéter. Si je tombais et m'écorchais le genou, on s'attendait à ce que je me lève et trouve un pansement moi-même. Si je passais une mauvaise journée à l'école, on me disait d'être forte car ma mère était occupée à aider Chloé avec sa dernière crise en date. Chloé avait 4 ans de moins que moi, et elle était l'enfant chéri. Elle était délicate, sensible et avait constamment besoin d'intervention. Si Chloé ratait un examen, c'était la faute du professeur. Si Chloé cassait un vase, c'était un accident. Si Chloé voulait mes jouets, on me disait d'être la personne la plus mature et de les lui donner. Je me souviens clairement de mon 16e anniversaire. Je ne voulais pas d'une grande fête. Je voulais juste que mes parents viennent à ma compétition d'athlétisme. J'étais le pilier de l'équipe de relais, et c'était très important pour moi. Robert avait promis d'être là. Martha avait dit qu'elle apporterait un appareil photo. Mais 30 minutes avant la course, Chloé a décidé qu'elle avait besoin d'une robe spécifique du centre commercial pour une fête qui n'avait même pas lieu avant une semaine. Elle a fait une crise dans le salon et mes parents, terrifiés par ses larmes, ont passé l'après-midi au centre commercial pendant que je me tenais sur la piste en regardant 2 sièges vides dans les gradins. J'ai gagné ma course, mais quand je suis rentré à la maison, personne ne m'a demandé comment cela s'était passé. Ils étaient trop occupés à admirer la nouvelle robe de Chloé et à se plaindre de la circulation. C'était le schéma habituel. J'ai travaillé à temps partiel dans un restaurant local dès le moment où j'ai eu 15 ans. J'ai payé ma propre essence, mes propres vêtements et, finalement,
mes propres frais de scolarité. Je me sentais fier de mon indépendance, pensant que cela me rendait forte. Je ne réalisais pas que cela entraînait en fait mes parents à me traiter comme une option plutôt que comme une priorité. Ils prenaient ma stabilité pour acquise. Parce que je ne me plaignais jamais, ils supposaient que je n'avais pas de besoin. Parce que je réussissais, ils supposaient que je n'avais pas besoin de soutien. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, il n'y a pas eu de célébration. Chloé venait de commencer un nouveau passe-temps, l'équitation, qui coûtait des milliers de dollars en frais et en équipement. Mes parents m'ont dit qu'ils étaient un peu justes financièrement, et qu'un grand dîner de célébration était hors de question. J'ai compris. Je comprenais toujours. Je suis allé à l'université locale, j'ai vécu à la maison pour économiser de l'argent et j'ai travaillé 30 heures par semaine tout en maintenant une moyenne de 3,8. J'ai même commencé à contribuer au fonds du ménage chaque mois, payant essentiellement un loyer pour ma propre chambre d'enfant. Je pensais être une bonne fille. Je pensais prouver que j'étais une partenaire dans la réussite de la famille. À 23 ans, j'étais à quelques mois d'obtenir mon diplôme en génie logiciel. J'avais un plan. J'allais économiser pendant 6 mois de plus, puis emménager dans mon propre appartement. J'avais 12 000 dollars dans un compte d'épargne que j'avais constitué centime par centime. Ma chambre était mon sanctuaire, le seul endroit dans cette maison où je sentais que je pouvais respirer. J'avais mon bureau, mes livres et la paix tranquille de savoir que j'avais tout fait correctement. J'étais la fille qui ne posait aucun problème, celle qui payait sa part, celle qui était toujours là. Et puis Chloé a rencontré Hunter, et mon monde a basculé sur son axe. Tout a changé un mardi de la fin octobre. L'air à Lincoln devenait vif, et j'étais enseveli sous une montagne de code pour mon projet final de fin d'études. Je me souviens de l'odeur des bougies à la cannelle que ma mère avait allumées, une odeur qui signifiait autrefois la maison, mais qui maintenant ne me rappelle que la fumée avant l'incendie. Chloé a franchi la porte d'entrée, non pas avec son énergie chaotique habituelle, mais avec une sorte de fierté calculée et scintillante. Derrière elle se tenait Hunter Reed. Hunter était tout ce vers quoi mes parents gravitaient. Il était bruyant. Il était classiquement beau d'une manière qui semblait inconfortablement polie, et il avait un plan qui semblait impressionnant si on n'écoutait pas de trop près. Chloé l'a présenté comme l'amour de sa vie. Après 3 semaines de relation, mes parents, Robert et Martha, ne se sont pas contentés de l'accueillir, ils l'ont pratiquement couronné. En quelques heures, il était assis dans le fauteuil inclinable préféré de mon père, buvant le scotch hors de prix de mon père et parlant de son entreprise de conseil qui n'attendait que le bon moment pour pivoter. Pendant 2 semaines, la maison est devenue une scène pour l'ego de Hunter et la nouvelle domesticité de Chloé. Mais à l'approche de la 3e semaine, la tension a commencé à s'infiltrer à travers les lattes du plancher. Chloé a commencé à se plaindre que Hunter avait du mal à trouver l'inspiration parce qu'il séjournait dans une chambre d'hôtel exiguë. Elle a fait des allusions sur le fait qu'ils avaient besoin d'un endroit pour vraiment construire leur avenir ensemble. J'ai vu les regards que mes parents échangeaient de l'autre côté de la table du dîner, des regards d'inquiétude pour le bonheur de Chloé qu'ils n'avaient jamais, pas même une fois, dirigés vers mon épuisement. Puis est venue la nuit de la table de la cuisine. Dans notre maison, la table de la cuisine était l'endroit où toutes les décisions majeures de la famille Miller étaient prises. C'était un lourd meuble en chêne que mon père gardait poli, un symbole de notre prétendue stabilité. Robert s'est éclairci la gorge, un son qui précédait généralement une conférence sur la pression des pneus ou les taux hypothécaires. Martha était assise à côté de lui, ses mains croisées sur une serviette à fleurs, regardant partout sauf moi. Elena, a commencé mon père, sa voix portant ce ton plat de gestionnaire qu'il utilisait lorsqu'il annonçait de mauvaises nouvelles. Nous avons discuté. Chloé et Hunter, ils sont à la croisée des chemins. Ils ont besoin d'un environnement stable pour faire décoller leur entreprise. Ils ont besoin d'être ensemble. J'ai ressenti un picotement froid à l'arrière de ma nuque. C'est super pour eux, papa, mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Martha a finalement levé les yeux, ses yeux écarquillés et humides avec une performance de culpabilité maternelle. Ma chérie, tu es tellement indépendante. Tu as toujours été capable de te débrouiller. Mais Chloé est différente. Elle a besoin de nous. Et la chambre d'amis est tout simplement trop petite pour 2 personnes plus le matériel de bureau de Hunter. Ta chambre cependant, elle a la salle de bain attenante, l'espace supplémentaire, la lumière. L'air a quitté mes poumons.
Vous me demandez de changer de chambre pour aller dans la chambre d'amis qui a un problème de moisissure dans le coin. Non, Elena, a dit mon père en se penchant en avant. Nous te demandons de trouver ton propre logement. Hunter va maintenant contribuer aux frais de la maison, et franchement, la maison devient trop pleine. Tu as 23 ans. Tu as la tête sur les épaules. Nous pensons qu'il est temps que tu embrasses véritablement ton indépendance. Je paie un loyer, papa, ai-je dit, la voix tremblante. Je paie un loyer depuis que j'ai 19 ans. J'ai couvert les pics de factures d'électricité quand Chloé laisse la climatisation allumée toute la journée. C'est ma maison. Ne sois pas difficile, a rétorqué Martha, son masque de gentillesse glissant pendant une fraction de seconde. Tu agis comme si nous te jetions au loup. Tu as des économies. Tu as 2 emplois. Vois cela comme un coup de pouce. Chloé a enfin une chance d'avoir une vraie relation avec un homme comme Hunter. Et tu es égoïste à cause d'une chambre à coucher. Un coup de pouce, ai-je répété. Vous m'expulsez pour donner mon lit à un homme que vous connaissez depuis moins d'1 mois. Il fait partie de la famille maintenant, a déclaré Robert, clôturant le sujet d'un coup sec de la main sur la table en chêne. 48 heures, Elena. Nous avons déjà acheté la nouvelle peinture pour celle de Chloé. Je veux dire, la nouvelle suite parentale. Nous avons besoin que tu sois parti d'ici vendredi. Je les ai regardés. 2 personnes qui m'avaient élevé, qui avaient pris mon argent et mon silence pendant des années. Et j'ai réalisé que l'indépendance n'était pas un compliment qu'ils me faisaient. C'était une excuse qu'ils utilisaient pour cesser d'être mes parents. J'étais la fille fiable, ce qui signifiait que j'étais celle qui pouvait être sacrifiée. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à ma chambre et j'ai fermé la porte. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste regardé les cartons que j'allais devoir remplir, sachant que le grand livre des comptes de la famille Miller avait enfin été équilibré, et que j'étais celle qui devait tout. J'ai quitté cette maison avec une seule valise sansonite grise, une relique à coque rigide que j'avais achetée dans un vide-grenier pour $10. Elle était éraflée dans les coins et la poignée tremblait, mais c'était la seule chose qui m'appartenait et que je pouvais porter. Alors que je descendais l'allée de la maison vers Sauge sur la rue Haut, je n'ai pas regardé en arrière. Je pouvais entendre le son étouffé du rire de Chloé depuis la fenêtre de l'étage, ma fenêtre, et l'odeur de la peinture fraîche à la lavande flottait à travers la moustiquaire. Mes parents ne sont même pas venus à la porte pour me dire au revoir. Ils étaient trop occupés à aider Hunter à déplacer son matériel de bureau dans l'espace où j'avais l'habitude de dormir. La première nuit a été la plus dure. À Lincoln, dans le Nebraska, la fin du mois d'octobre n'est pas seulement froide, c'est un avertissement. Je n'avais pas assez d'argent pour un dépôt de garantie et le premier mois de loyer pour un appartement décent, pas sans vider l'intégralité de mon fonds d'études. Alors, j'ai trouvé une chambre dans une pension de famille près de l'université. C'était un endroit qui sentait la cigarette froide et le chou bouilli, avec un radiateur qui sifflait comme un chat mourant, et des fenêtres qui tremblaient chaque fois qu'un camion passait. Ma chambre était à peine un placard avec un matelas simple qui avait un creux permanent au centre. J'ai glissé ma valise grise sous le lit, tout comme un personnage de ces histoires que je croyais autrefois exagérées. Elle s'insérait parfaitement dans l'espace entre le sol et le cadre, un rappel constant que ma vie était désormais compressée dans 24 pouces de plastique et de tissu. J'ai travaillé. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes mains soient gercées par le savon industriel du restaurant et que mes yeux soient injectés de sang à force de regarder du code jusqu'à 3 heures du matin. Je terminais un service de 8 heures au restaurant en sentant la graisse et le café brûlé, puis je marchais 3 pâtés de maison jusqu'à la bibliothèque de l'université pour donner des cours de calcul aux étudiants de première année pour $15 de l'heure. Chaque centime allait sur un compte séparé. Je l'appelais mon fonds de liberté. Je rationnais tout. Je mangeais des nouilles 4 soirs par semaine, et le vendredi, si j'avais gagné assez de pourboire, je m'offrais une seule pomme du marché local. Le silence émotionnel de ma famille était une autre sorte de faim. Pendant les 2 premiers mois, mon téléphone est resté mort. Aucun texto de Martha demandant si j'avais assez chaud. Aucun appel de Robert vérifiant si j'avais trouvé un endroit. Je voyais les publications de Chloé sur Instagram, des photos de soirées en amoureux dans notre salon, Hunter avec son bras autour de mon père, des légendes comme « Enfin, la maison semble pleine ». J'étais le fantôme qu'ils avaient exorcisé avec succès. Je me souviens d'une nuit particulièrement glaciale en janvier. La température était tombée à -10 degrés, et le radiateur de ma chambre avait fini par rendre l'âme. J'étais assise sur le lit,
enveloppé dans 2 manteaux et une fine couverture, essayant d'étudier pour mon examen d'algorithmique. Mes doigts étaient si froids que je pouvais à peine taper. J'ai attrapé mon téléphone, mon pouce planant au-dessus du nom de ma mère. Je voulais juste entendre une voix humaine. Je voulais juste que quelqu'un dise qu'il était désolé. J'ai appuyé sur appeler. Martha a décroché à la 3e sonnerie. Allô. Elle semblait distraite, avec le son d'une télévision et de rire en arrière-plan. Maman, c'est Elena. Oh, Audrey, je veux dire Elena. Salut. Est-ce que tout va bien? Chloé est sur le point de nous montrer son nouveau portfolio. Nous sommes un peu occupés. Maman, il fait moins 10 degrés et mon chauffage est en panne. Je me demandais si je pouvais venir juste pour la nuit. Je peux dormir sur le canapé. Il y a eu un long silence, puis le son d'une conversation étouffée. La voix de mon père en arrière-plan, tranchante et agacée. Martha a repris la ligne, la voix tendue. Elena, nous en avons parlé. Tu es une adulte. Si tu as des problèmes avec ton propriétaire, tu dois gérer cela toi-même. Revenir ici serait juste un pas en arrière pour ta croissance. De plus, Hunter a étalé son travail dans le salon ce soir. Nous n'avons vraiment pas la place. Tu comprends, n'est-ce pas? Je comprends, ai-je dit, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. Je n'ai pas pleuré à ce moment-là non plus. J'ai réalisé que mes parents ne m'avaient pas seulement expulsé d'une chambre. Ils m'avaient expulsé de leur cœur. J'ai posé le téléphone, j'ai mis mes mains sous mes aisselles et je suis retourné au travail. S'ils voulaient que je sois indépendante, je serais la personne la plus indépendante qu'ils aient jamais vue. Je serais si indépendante qu'ils ne reconnaîtraient même pas la femme que je devenais. Le printemps est arrivé et avec lui ma remise de diplôme. J'ai traversé la scène de l'auditorium de l'université, le cœur battant sous ma toge et ma coiffe bleu marine. Je n'ai pas cherché Robert et Martha dans le public. Je savais qu'ils ne seraient pas là. Ils avaient envoyé un texto 3 jours auparavant disant qu'ils devaient assister à une fête de lancement pour la dernière entreprise commerciale de Hunter. Je m'en fichais. J'ai serré la main du doyen, j'ai pris mon diplôme en génie logiciel et je suis sorti au soleil. En moins d'1 mois, j'ai eu une offre d'emploi dans une grande entreprise technologique à Omaha. Le salaire de départ était supérieur à ce que mon père avait gagné au cours de ses 10 premières années de gestion. J'ai quitté la pension de famille, mais je n'ai pas acheté de nouveaux meubles. Je n'ai pas fait de folie pour une voiture. J'ai économisé. J'ai vécu dans un appartement modeste, j'ai gardé ma valise grise au fond de mon placard et j'ai versé chaque dollar supplémentaire dans des investissements et un fonds d'apport personnel. J'ai observé de loin les fissures commencer à apparaître dans la vie de l'enfant chéri. L'entreprise de Hunter n'a jamais pivoté. Son cabinet de conseil n'était qu'une série de dettes impayées et de dîners coûteux. Les publications Instagram de Chloé parlaient de moins en moins de construire un avenir et de plus en plus de traverser des moments difficiles avec ceux que l'on aime. Mes parents, toujours les facilitateurs, ont commencé à puiser dans leur retraite pour maintenir Hunter à flot. Ils pensaient sauver Chloé. En réalité, ils ne faisaient que financer un navire en train de couler. À l'âge de 27 ans, j'ai acheté ma première maison. C'était une maison avec 3 chambres, une porte d'entrée rouge et un porche qui donnait sur une rue calme bordée d'arbres. Le jour où j'ai emménagé, j'ai sorti la valise grise du placard. Je l'ai ouverte, regardant le plastique éraflé et la poignée qui tremblait. Elle était vide maintenant, mais elle semblait lourde du poids de tout ce à quoi j'avais survécu. Je l'ai placée sur l'étagère supérieure de mon nouveau dressing, un monument à la fille à qui l'on avait dit qu'elle était une option. Je n'étais plus une option. J'étais propriétaire, professionnel, et pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment indépendante. Et je savais au fond de moi que l'on allait frapper à la porte. Je ne réalisais tout simplement pas à quel point ce serait fort. 5 ans. C'est drôle comme le temps peut être à la fois un flou et une lente marche angoissante quand on construit une vie à partir des cendres d'une trahison. Pendant 5 ans, j'ai vécu à Omaha, travaillant pour une entreprise qui valorisait ma logique plus que ma famille n'avait jamais valorisé mon cœur. Je n'ai pas fait que survivre, j'ai prospéré. Mon fonds de liberté s'est transformé en apport personnel, puis en un portefeuille d'investissement, et finalement, il est devenu les clés de la maison de 3 chambres que j'ai mentionnée plus tôt, celle avec la porte rouge et le porche qui ressemblait à une forteresse. J'avais intentionnellement gardé une distance qui ressemblait à un océan. Je n'ai pas bloqué mes parents,
mais j'ai mis leur vie en sourdine. Je ne voulais pas voir la suite parentale qui était autrefois mon sanctuaire. Je ne voulais pas voir le visage suffisant de Hunter en bout de table à Thanksgiving, mais même quand on ferme les yeux, l'odeur de la fumée finit par vous atteindre. Mes informations passaient par tante Sarah, la sœur de mon père, qui était la seule à avoir assez de cran pour me dire que le navire de la famille Miller prenait l'eau. Cela a commencé par de petites choses. Un prêt commercial pour lequel Robert s'était porté garant pour Hunter et qui a fait défaut parce que le cabinet de conseil de Hunter n'était en fait qu'une série de déjeuners haut de gamme et zéro client. Ensuite, Chloé a voulu un mariage à destination de Tulomé, malgré l'absence d'économie, ma mère Martha a insisté pour qu'elle ait le conte de fées qu'elle méritait. Ils ont contracté une deuxième hypothèque sur la maison de la Ruau. Ils ont puisé dans le fonds de retraite de Robert, payant des pénalités massives juste pour maintenir l'apparence du succès de l'enfant chéri. Pendant que je restais éveillé jusqu'à 2 heures du matin à déboguer des milliers de lignes de code pour un conglomérat d'expédition mondiale, Chloé publiait des photos de toast au champagne au Mexique. Pendant que je préparais mes repas pour la semaine afin d'économiser chaque dollar, Hunter louait un véhicule de luxe que mes parents payaient en fin de compte. L'ironie était une pilule amère. Il m'avait expulsé pour donner à un homme d'importance la place de grandir, mais tout ce que Hunter a fait grandir, c'est une montagne de dettes. À la 4e année, les fissures étaient trop profondes pour être cachées avec une nouvelle couche de peinture lavande. Hunter a disparu. Un matin, Chloé s'est réveillée face à un placard vide et un compte bancaire conjoint vidé. Il n'a même pas laissé de mots. Il a juste pris la voiture et tous les bijoux qui n'étaient pas cloués au sol. Chloé a réintégré ma chambre, ou plutôt la sienne, brisée et sans un sou. Mais la dette n'est pas partie avec Hunter. La banque ne se soucie pas d'un cœur brisé. Elle ne se soucie que d'une promesse brisée. Le travail de Robert a été le dernier domino. Après 25 ans, l'entreprise de logistique a réduit ses effectifs, et à près de 60 ans, un cadre intermédiaire sans compétences mises à jour est un fardeau. Il a été licencié avec une indemnité de départ qui ne couvrait même pas 3 mois de l'hypothèque qu'ils avaient gonflée pour le style de vie de Chloé. Je me souviens du jour où tante Sarah m'a appelé, la voix tremblante. Elena, ils perdent la maison. L'avis de saisie est sur la porte. Robert est. Il n'est plus lui-même. Il reste juste assis dans le fauteuil à regarder le mur. Martha pleure auprès de tout le monde à l'église pour essayer d'emprunter de l'argent que personne ne lui donnera. J'étais assise dans mon bureau à Omaha, regardant mes 2 écrans, ma chaise ergonomique et la photo encadrée de ma remise de diplôme, celle où j'étais debout toute seule. J'ai ressenti un pincement au cœur, mais ce n'était pas du chagrin. C'était la froide réalisation que le grand livre des comptes de la famille Miller était enfin arrivé à échéance. Ils avaient tout investi dans un fantasme et avaient traité leur seul véritable atout, moi, comme une marchandise jetable. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de chèque. Certaines personnes pourraient trouver cela froid, mais ces personnes n'ont pas passé une nuit dans une pension de famille glaciale parce que leurs parents voulaient qu'un étranger ait leur lit. J'ai attendu. Je connaissais la trajectoire d'un navire en train de couler. Ils avaient passé des décennies à favoriser la faiblesse de Chloé et à confondre ma force avec une invitation à me négliger. Ils pensaient que je serais toujours là, la fille fiable, attendant en coulisses pour nettoyer les dégâts. Ils croyaient vraiment que les liens du sang étaient une voie à sens unique où ils pouvaient me rouler dessus chaque fois qu'ils avaient besoin d'un raccourci. J'ai passé ce week-end-là à jardiner. J'ai planté des roses le long de ma clôture. Je me suis concentré sur la terre, les épines et la beauté tranquille d'une maison que j'avais gagnée à la sueur de mon front. Je savais qu'ils arrivaient. Les publications de ma mère sur les réseaux sociaux étaient passées de « ma fille est une princesse » à « la famille est tout ce que nous avons dans les moments difficiles ». L'appât était lancé. Mais je n'étais plus la fille qui suivait le leur. J'étais celle qui avait construit son propre étang. Lorsque la saisie a finalement eu lieu et que les camions de déménagement sont arrivés sur la rue pour emporter les meubles pour lesquels mes parents avaient travaillé pendant 30 ans, je suis resté à Omaha. Je n'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin. Je savais que lorsqu'une maison est construite sur le sacrifice de la mauvaise personne, elle ne peut jamais vraiment tenir debout. Et puis, un mardi soir pluvieux, exactement 5 ans jour pour jour après que j'étais parti avec ma valise grise, j'ai entendu le bruit d'une voiture se garant dans mon allée. Je n'avais pas besoin de regarder par la fenêtre pour savoir de qui il s'agissait. Le silence du quartier a été rompu par le son d'un coup lourd et désespéré frappé à ma porte d'entrée rouge. Je ne me suis pas précipité vers la porte.
J'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon thé, sentant la chaleur de la tasse contre mes paumes. On a frappé à nouveau, plus fort cette fois, de manière rythmée et exigeante. C'était le coup de quelqu'un qui pensait encore avoir le droit d'être entendu. J'ai posé la tasse sur la table basse en bois de récupération et j'ai marché vers le couloir. Quand j'ai ouvert la porte, l'humidité de la soirée pluvieuse s'est engouffrée, mais elle n'était pas aussi froide que les visages qui se tenaient sur mon porche. Ils étaient là, Robert, Martha et Chloé. Ils semblaient plus petits que dans mes souvenirs. Les cheveux de Robert étaient devenus complètement gris. Ses épaules étaient affaissées comme si le poids du monde avait finalement fait s'effondrer sa colonne vertébrale. Martha serrait un sac à main en lambeaux, ses yeux rougis et scrutant mon entrée, évaluant la valeur des sols, la hauteur des plafonds. Et Chloé. Elle ressemblait au fantôme de ce qu'elle était autrefois, debout derrière eux, les yeux fixés sur ses chaussures. Elena, a soufflé Martha, sa voix n'étant qu'un murmure fragile qu'elle avait perfectionné au fil d'années de manipulation. Oh, Elena, tu as une magnifique maison. Merci, Martha, ai-je dit. Pas maman, juste Martha. Je l'ai vue tressaillir, le mot la frappant comme une gifle physique. Pouvons-nous entrer, a demandé Robert, la voix graveleuse. Il pleut et nous conduisons depuis 4 heures. J'y ai réfléchi pendant un long moment angoissant. Je me suis écarté, non pas par chaleur humaine, mais par désir d'avoir cette conversation sur mon propre terrain. Ils sont entrés dans mon salon, leurs chaussures mouillées grinçant sur mon parquet poli. Ils se sont assis sur mon canapé, le canapé pour lequel j'avais fait 3 mois d'heures supplémentaires afin de pouvoir l'acheter, et ils ressemblaient à des intrus. Nous avons tout perdu, Elena, a commencé Martha. Le barrage se rompant enfin. Elle s'est mise à sangloter, un son théâtral et fort qui a rempli la pièce. La maison, les meubles, tout a disparu. Hunter, c'était un monstre. Il a pris notre retraite. Il a pris l'esprit de Chloé. Nous n'avons nulle part où aller. Nous sommes restés dans un motel pendant 3 nuits et l'argent a disparu. J'ai entendu dire, ai-je dit, debout près de la cheminée, les bras croisés. Je ne leur ai pas offert d'eau. Je ne leur ai pas offert de réconfort. Robert a levé les yeux vers moi, le regard implorant. Nous sommes une famille, Elena. Nous savons que les choses sont devenues compliquées il y a quelques années. Nous avons pris des décisions qui étaient centrées sur Chloé parce qu'elle traversait une crise. Nous pensions que tu comprenais. Tu as toujours été si indépendante, si capable. Nous savions que tu retomberais sur tes pieds. Compliqué? J'ai ri. Un son court et sec qui a fait taire les sanglots de Martha. Vous n'avez pas pris une décision compliquée, Robert. Vous avez expulsé votre fille en 48 heures pour donner sa chambre à un étranger. Vous m'avez regardé descendre l'allée avec une seule valise et vous n'avez même pas dit au revoir. Vous avez ignoré mes appels quand je mourais de froid dans une pension de famille parce que votre salon était trop plein du travail de Hunter. Avez-vous la moindre idée de ce que ça fait de s'entendre dire qu'on ne compte pas dans le seul endroit où l'on est censé être en sécurité? Nous avions tort, a soudainement crié Chloé, sa voix aiguë et désespérée. C'est ça que tu veux entendre? Nous avions tort. Mais je suis ta sœur. Je souffre. Je n'ai rien. Tu as cette immense maison, tout cet espace. Rien que la chambre d'amis est plus grande que ce motel. Nous avons juste besoin de quelques mois pour nous remettre sur pied. Quelques mois, ai-je répété. Je me suis dirigé vers le placard du couloir et j'ai tiré quelque chose de l'étagère supérieure. C'était la valise sansonite grise, éraflée, vieille, dont la poignée tremblait encore. Je suis revenu dans le salon et je l'ai posée par terre entre nous. Vous vous souvenez de ça, ai-je demandé. Ils l'ont dévisagé. Le visage de Martha a pâli. C'est le fonds en fidéicommis que vous m'avez donné, ai-je dit, ma voix basse et régulière, vibrant de la force de 5 ans de douleur réprimée. Vous m'avez dit que le monde était mon fonds en fidéicommis. Vous m'avez dit que j'étais indépendante pour ne pas avoir à être des parents. Eh bien, j'ai suivi vos conseils. Je suis devenue si indépendante que je ne reconnais même plus les personnes assises sur mon canapé. Vous voulez une chambre? Vous voulez mon espace? J'ai regardé Chloé, puis mes parents. La chambre que vous avez donnée n'était pas juste une chambre à coucher. C'était ma place dans cette famille. Et une fois que vous l'avez donnée, vous ne la récupérez pas juste parce que le compte en banque est vide. Elena, s'il te plaît,
a pleuré Martha en tendant la main vers la mienne. J'ai reculé. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas nous laisser à la rue. Il fait froid dehors. Nous sommes vieux. Où est ton cœur? Mon cœur se trouve dans les milliers d'heures de code que j'ai écrites pendant que vous payiez le mariage à destination de Chloé, ai-je dit. Mon cœur se trouve dans les nuits que j'ai passées à manger des ramen pour pouvoir économiser pour ce toit. Vous voulez un endroit où rester? Je vais vous dire exactement ce que vous m'avez dit il y a 5 ans. Je me suis penché, regardant Robert droit dans les yeux. Tu es indépendant, Robert. Tu as toujours été capable de te débrouiller. Martha, tu es forte. Tu trouveras un moyen. Voyez cela comme un coup de pouce vers votre propre croissance. De plus, ma maison devient un peu trop remplie par ma propre tranquillité d'esprit, et franchement, j'ai besoin de cet espace pour mon avenir. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant. Robert s'est levé, son visage étant un masque de honte. Martha m'a regardé avec un mélange d'horreur et de prise de conscience. Elle le voyait enfin, le mur qu'elle m'avait aidé à construire brique par brique à chaque fois qu'elle choisissait Chloé plutôt que moi. Tu vas vraiment faire ça, a sifflé Chloé, les yeux plissés. Tu vas jeter ta propre famille dehors sous la pluie. Je ne vous jette pas dehors, Chloé, ai-je dit en marchant vers la porte d'entrée et en la tenant ouverte. Je ne vous laisse tout simplement pas entrer. Il y a une différence. Tu as ta valise de souvenirs. Utilise-la. C'est plus que ce que vous m'avez donné. Ils sont sortis. Robert n'a pas dit un mot. Martha a essayé de parler, mais sa voix lui a fait défaut. Chloé est passée devant moi en trombe, marmonnant encore sur le fait que j'étais égoïste. Je les ai regardés descendre les marches du Porsche, leur silhouette disparaissant dans la pluie sombre et brumeuse de la nuit du Nebraska. J'ai attendu que leurs feux arrière disparaissent au coin de la rue avant de fermer la porte. J'ai tourné le pêne dormant, un clic net et précis du laiton contre le laiton. Je suis retourné dans mon salon, j'ai pris mon thé et je me suis assise. La maison était calme. C'était ma maison. C'était ma paix. Et pour la première fois de ma vie, le grand livre des comptes n'était pas seulement équilibré. Il était fermé. Après que le son de leur voiture se soit estompé dans la nuit du Nebraska, je suis resté assise dans mon salon pendant un long moment. La maison semblait différente. Elle ne semblait pas froide ou vide. Elle semblait protégée. Pendant 26 ans, j'avais été la fille qui était indépendante, un mot que mes parents utilisaient comme bouclier pour se protéger de la responsabilité de s'occuper réellement de moi. J'ai réalisé cette nuit-là qu'ils n'étaient pas venus à ma porte parce que je leur manquais. Ils étaient venus parce que j'étais le seul actif qu'ils n'avaient pas encore liquidé. Ils cherchaient un filet de sécurité, pas une fille. Je regarde parfois cette valise sansonite grise, celle qui trône toujours sur l'étagère supérieure de mon placard. C'est la relique d'une fille qui pensait que sa valeur se mesurait à la modicité de ses demandes. Mon père m'a dit un jour que le monde était mon fonds en fidéicommis. Une façon intelligente de dire que j'étais livré à moi-même pendant que ma sœur recevait un coussin de $200 000. Mais le monde est un fonds en fidéicommis difficile à encaisser quand on meurt de froid dans une pension de famille et que sa mère publie des photos de café glacé avec l'enfant chéri. Mes parents ont fini dans un petit appartement d'une chambre à la périphérie de la ville, vivant de la sécurité sociale et des maigres salaires que Chloé gagne en tant qu'employée de bureau de premier échelon. Un travail qu'elle n'a obtenu qu'après avoir réalisé que le glamour d'urgence ne paie pas la facture d'électricité. Je ne leur envoie pas d'argent. Je ne les appelle pas le dimanche. Certaines personnes, des personnes qui n'ont jamais été expulsées de leur propre cœur, vous diront que je suis cruel. Elles diront que les liens du sang sont plus forts que tout ou que la famille passe avant tout. Mais comme je l'ai appris, la biologie est un accident. L'amour est une décision que l'on prend chaque jour. Le vieux grand livre des contes de mon grand-père, celui dont ma grand-mère Edith me parlait, m'a appris que chaque famille a un bilan. On ne peut retirer qu'une certaine somme d'un compte avant qu'il n'atteigne 0. Mes parents ont passé 32 ans à retirer ma patience, mon argent et ma loyauté. Et ils n'ont jamais fait le moindre dépôt de respect ou de protection. Quand ils ont frappé à ma porte, ils ont découvert que le compte était fermé. Et honnêtement, le fermer a été la première décision facile que j'ai jamais prise. J'ai 32 ans maintenant, et ma maison est un lieu de paix. Je me suis construit une famille de choix. Des amis qui sont présents pour une opération chirurgicale, des voisins comme Madame Doyle qui surveille le Porsche quand je ne suis pas là,
et une vie qui ne m'oblige pas à être invisible pour être aimé. Si vous écoutez ceci et que vous êtes la personne fiable, celle qui gère tout pendant que quelqu'un d'autre fait la fête, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas un bouche-trou. Vous n'êtes pas une option. Vous méritez une chaise à une table où vous n'avez pas à vous excuser d'exister. Merci d'être resté avec moi tout au long de ce voyage. Si cette histoire a touché une corde sensible, si elle vous a rappelé une porte que vous avez dû verrouiller ou une valise que vous avez dû faire, s'il vous plaît, partagez votre expérience dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux, et votre force donne aux autres le courage de se tenir droit. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à continuer de raconter ces histoires de famille réelle et de justice réelle. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous, la vérité ne brise pas une famille, c'est le mensonge qui le fait. Prenez soin de votre paix et je vous verrai dans la prochaine vidéo.